Professeur Gwembi Zamblé, maître de conférence en sociologie de l'éducation à l'université Pilofero Gomplibali de Kouroukou. D'accord. Vous étiez panéliste, quelle a été votre thématique? J'ai présenté une communication sur les subventions privées, les subventions publiques accordées donc à l'enseignement privé, qui est pour nous une source d'inégalité sociale. Nous avons pu démontrer que l'État accorde ces subventions à des écoles, des établissements secondaires qui n'ont pas la capacité de bien former les apprenants. Et quel est le critère de choix pour accorder donc les subventions? Non, généralement, il faut juste être propriétaire d'une école, montrer qu'on a eu les autorisations du gouvernement, et puis être à jour peut-être de ses impôts. Oui, être à jour. Et puis à partir de ce moment-là, l'État vous envoie donc un certain nombre d'apprenants. Mais on s'est rendu compte que la plupart des écoles laïques, dans certains quartiers économiquement faibles, avaient à près de 80-90% des élèves affectés par l'État. Pour nous, ces structures-là ne sont plus des structures privées, parce qu'elles ne vivent que par le fait de subventions publiques. Et les résultats de ces établissements montrent qu'aux examens nationaux, que ce soit le BPC ou le bac, généralement, elles se situent dans les écoles où on a moins de 20% de réussite. Ce que nous avons présenté, c'est les cas du BPC. Et on s'est rendu compte que près de 70% des établissements à faible performance au BPC sont des écoles laïques, mais issues des quartiers précaires. Et donc pour nous, cette forme de subvention, cette politique économique autour de l'école marque son échec. Et l'État doit repenser autrement. Et pour nous, on doit retourner vers la construction d'écoles avec les moyens donnés par la subvention. Ici au CELAF, ceux qui organisent ce colloque, ceux qui sont formés ici sont tout de suite employables dans les établissements confessionnels. Est-ce que les établissements confessionnels font partie de ceux qui bénéficient des subventions de l'État? Oui, les subventions de l'État ne sont pas liées à la spécificité des écoles. En fait, depuis 1990, l'offre éducative de l'État est insuffisante. Elle a donc demandé au privé, avec qui elle a signé des conventions, d'accueillir des apprenants. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'État se positionne en parent d'élèves. Lorsqu'on parle de subvention, c'est que l'État contribue à payer les frais de scolarité des apprenants. Et comme nous l'avons montré, dans les écoles confessionnelles, les parents ajoutent de l'argent par rapport aux 100 000 ou 120 000 francs que l'État donne. Alors que dans les établissements laïques à bas coût, c'est la totalité de la scolarité qui est prise en compte par l'État. Et donc, pour nous, ces structures-là ne font pas l'effort de la qualité. Et nous avons vu que, généralement, les écoles confessionnelles, surtout catholiques, obtiennent les meilleurs résultats. Au niveau des examens nationaux, des meilleurs résultats. Et les autres, non. Donc, il y a une question que nous nous posons. Pourquoi l'État continue de mettre autant d'argent dans des systèmes qui ne marchent pas? Qui ne visent pas la qualité. Oui, qui ne visent pas la qualité. Peut-être qu'il faudrait revoir le critère de choix ou le critère de rétribution des subventions pour dire si jamais vous avez un tel pourcentage, vous aurez droit à la subvention de l'État. Bon, ça peut être... Surtout que l'État de Côte d'Ivoire, présentement, est en train de développer une politique de qualité dans chaque ministère. On pense à récompenser le meilleur employeur, la meilleure direction, le meilleur département. Je crois qu'à votre niveau aussi, introduire un tel challenge ne serait pas de trop. Oui, je pense que ce sera bon pour l'émulation des écoles. Mais vous verrez que les meilleures écoles privées vont nécessairement se situer dans les écoles confessionnelles, surtout catholiques. Est-ce qu'on a posé une question de savoir quel est le modèle éducatif qui est employé dans les écoles confessionnelles catholiques? Ah oui, peut-être que c'est la question qu'il faut poser. Mais il faut savoir que les écoles catholiques ont toute une histoire. Et en plus de l'histoire, il y a ce que nous appelons l'effet établissement. D'accord. Et donc cet effet établissement fait... C'est-à-dire que lorsque un enfant
un apprenant est dans un établissement de renom, puisque les écoles catholiques sont des écoles de renom, il est conscient qu'appartenir à une telle école l'oblige à travailler. Et quand il va voir que les autres apprenants travaillent, lui aussi, il sera obligé de se mettre au travail. Sinon, il sera marginalisé par les autres. Attention, aidez-moi à comprendre. Oui. Est-ce que c'est parce que je suis dans une école que mes parents payent à coût du million ou de, voilà, du million, exagérons un peu, de 2 millions, que je vais systématiquement travailler, ou bien est-ce que l'établissement met en place un système d'éducation, un modèle d'éducation qui me permet de pouvoir exceller? Voilà, justement. Et c'est ce que je reprends. Je dis l'effet établissement. C'est-à-dire l'environnement de l'établissement conduit les apprenants à être sérieux. Il y a des écoles confessionnelles où, malgré l'argent que les parents apportent, des enfants sont renvoyés pour mauvais comportement, en dépit de tout ce que ça peut coûter comme perte, mais il y a des exemples qu'on doit promouvoir. Okay. Et donc, dans les établissements laïques, l'effet est contraire. Les enseignants sont démotivés, souvent corrompus par leurs propres élèves, ce qui fait qu'il y a un manque de respect dû au fait que les salaires sont irréguliers et payés, comme je l'ai dit, entre 4 et 5 mois l'année. Et donc cette situation de précarité entraîne chez ces enseignants, chez ces élèves, un effet non pas positif, mais un regard négatif sur l'école. Du coup, vous qui êtes chercheur, vous qui êtes technicien de la chose, vous qui avez observé, parce que on peut connaître l'existence d'un mal et puis ne pas avoir la solution ou ne pas voir en filigrane les solutions qui s'affichent. Qu'est-ce que vous comptez proposer à nos responsables, vos responsables, pour que, je sais pas, qu'on parle peut-être d'une vérification partielle, d'un contrôle partiel pour voir si ce qui doit être fait est fait? Oui, la première chose qu'il faut regarder, c'est le profil des enseignants. Quand nous avons regardé ceux qui enseignent dans les établissements privés, nous l'avons montré lors de notre communication, plus de 60% n'ont aucun diplôme lié à la pédagogie. Oh non. Et donc, ça veut dire que quelqu'un tout fraîchement sorti de l'université avec son DEC2 ou sa licence va aller enseigner en lycée, en collège. Ça pose des problèmes. Un gros problème. Alors là, moi, je suis choqué. Et généralement, comme ils n'ont pas la compétence pour ça, ça crée des biais éducatifs sérieux. Ce qui va faire que les élèves vont continuer avec des lacunes. Du coup, si je devais proposer quelque chose, si j'avais mon idée, c'est de vérifier avant la rentrée les diplômes, le parcours, le CV, et la vérification effective de l'existence de ces diplômes. Oui. Quitte à les annuler s'ils sont frauduleux ou pas. Voilà. Déjà ça, est-ce que vous avez entamé une procédure de la sorte? Non. Non. Donc ça veut dire que ça n'existe pas. Non, tous les diplômes sont qualifiés. Non, je ne peux pas le dire ainsi, parce que moi je suis chercheur et je ne suis pas du ministère, encore moins du SAEP, qui est en charge de s'occuper de ces questions. Mais quand nous avons mené les enquêtes, et même lorsque vous prenez les documents du ministère, l'annuaire statistique, c'est là-dedans. Toutes ces données-là, nous ne les inventons pas. C'est là-dedans. Super. En tout cas, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous aurez à dire ou vous aurez eu à dire sur les autres communications dans votre tranche d'intervention? Vous avez entendu parler de la culture, de l'agro-pastoral et ses conséquences? Non, je pense que la communication du professeur connaît, c'est une communication d'appoint. Aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons de retour à la consommation de fruits et de légumes, etc. Mais sa communication vient nous montrer que la production de fruits et légumes pose beaucoup de problèmes. Avec l'utilisation d'engrais, de pesticides et de divers composants chimiques qui peuvent avoir des répercussions graves sur notre santé. Et ça nous amène donc à une éducation doublement. Première éducation, c'est une éducation écologique. L'utilisation de ces pesticides et les répercussions sur la plante, les terres, etc. Et deuxièmement, leurs répercussions sur nous qui consommons. Et donc, une éducation appropriée nous permettrait de gagner aussi bien pour les hommes que pour la terre. Vous êtes chercheur, vous parlez français. Il y a monsieur
tout le monde, qui se trouve dans le fin fond de sa plantation, qui pense qu'aujourd'hui, pour nettoyer son champ, il doit utiliser des produits parce que c'est moins cher, mais c'est facile d'utilisation et puis c'est moins fatigant. Qu'est-ce que vous dites à M. Yao, M. Koné, M. Kipré, M. tout le monde? Non, il y a d'abord, comme il a présenté, des pesticides homologués et non ceux qui ne sont pas homologués. Et il y a aussi les conditions d'utilisation. Il a parlé donc du fait qu'il n'utilisait pas des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle. Pour pouvoir pomper, il faut au moins un masque à gaz, etc., qui à long terme affecte d'abord même la santé des producteurs. Donc le premier élément, c'est leur montrer que l'utilisation des pesticides pendant longtemps peut avoir des effets d'abord sur eux, sur leur environnement proche. Et après, ceux qui consomment aussi auront des problèmes. Et il va sans dire que s'ils ne savent pas, parce que c'est là toute l'importance de sa communication, il faut les éduquer à ce qu'ils ne savent pas. Parce que lorsqu'on prend la machette, c'est contraignant, mais lorsqu'on déverse des produits, on a l'impression que c'est magique. Mais quelle est la question? Là maintenant, M. Conan, M. Kipré, Monsieur tout le monde, je suis là, je regarde. Tout le monde utilise le portable aujourd'hui. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Ils vont voir, on parle de ce qu'il fait. Pour une fois, on parle de l'agriculture. Dites-lui, dans un français, soutenu ou peu soutenu, je m'en fous. Ou voilà, on s'en fout. Ça, c'est une expression qui éduque beaucoup. Dites-lui, là, maintenant, dans un français terre à terre, que c'est bon qu'il utilise ou bien que c'est pas bon qu'il arrête d'utiliser. Non, je pense que pour pouvoir utiliser les pesticides, il faut qu'il aille se renseigner chez les conseillers agricoles, à la NADER, ceux qui les encadrent, pour leur montrer ce qu'il faut, la quantité qu'il faut, ce qu'il faut faire avant, après. Et comment entretenir, par exemple, les récipients qu'ils ont utilisés. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'ils aillent vers ce qu'on appelle les techniciens agricoles, les conseillers agricoles, pour leur demander, on entend parler des pesticides là, comment est-ce qu'on doit utiliser? Comment on doit faire pour ne pas que ça nous rende malades nous-mêmes, nos enfants, et puis que nos produits, on puisse bien les vendre. Nous sommes intervenus porte sur des questions de développement durable. Donc le développement durable, on le dit, hein, c'est un développement qui assure les ressources des générations actuelles sans compromettre celles des générations futures. C'est-à-dire, quand je vis sur la Terre actuellement, je dois penser aux générations futures sans détruire la Terre. Alors nous avons travaillé sur la question de l'utilisation des pesticides. Alors quels sont les dangers, les risques à utiliser les pesticides de façon désordonnée, sans encadrement, sur la santé des populations? Donc on est arrivé à la conclusion que si l'encadrement n'est pas fait correctement, on risque de se retrouver avec des gens qui vont avoir leur santé fragilisée parce qu'ils n'ont pas conscience même du risque à utiliser surtout les pesticides comme on appelle obsolètes, n'est-ce pas, ne sont pas recommandés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu l'idée qui a sous-tendu notre intervention lors de ce colloque. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bon, s'inquiéter, c'est pas alarmant, hein. On n'est pas dans une situation alarmiste puisque il y a les mécanismes d'encadrement, il y a les structures de formation qui existent. Maintenant, il faut les rapprocher le plus du producteur, le plus petit producteur, n'est-ce pas? Et bon, comme on a des gens qui se transforment en agriculteurs à tout moment et qu'on a tendance à utiliser de façon chaude, donc peut-être il faut une communication médiatique pour informer les gens du risque d'utiliser les pesticides de façon désordonnée, sans équipement de protection, ainsi de suite. Aujourd'hui, même pour sacler le sol, pour nettoyer le sol, on a recours aux herbicides. Est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux puisque ce que recommande le projet FCI et le ministère de l'Agriculture en général, c'est que les gens utilisent la machette pour désherber. Parce que les pesticides, quand ils sont périmés ou quand ils ne sont pas ceux qui sont recommandés, peuvent empoisonner le sol, ça s'infiltre dans la nappe phréatique, etc. Vous avez des communautés où vous avez un puits qui n'est pas très loin de la maison, donc quand vous utilisez ça pour désherber, le risque c'est que vous allez vous intoxiquer. Est-ce que ça va pas appauvrir même le sol? Ça a la possibilité d'appauvrissement du sol, puisque si vous émanez des pesticides périmés, qui ne sont pas contrôlés, qui sont des poisons pour le sol, ça naturellement, ça c'est clair. Donc on recommande d'utiliser ceux qui sont recommandés
les structures d'encadrement, normalement, leur rôle, c'est d'informer les paysans, les populations sur ce qui est recommandé et puis les aider à l'utilisation. Voilà pourquoi dans leur mécanisme d'encadrement, ils prévoient bien souvent des activités de formation et de renforcement des capacités. À l'état actuel des choses, est-ce que manger un fruit croqué dans une pomme sans la laver, même si elle sort d'un supermarché, est-ce que c'est dangereux? Ça dépend, puisque on n'a pas forcément les données sur les pratiques de tous les supermarchés, n'est-ce pas? On n'a pas forcément les données sur... Je dis supermarché pour juste exagérer un tout petit peu, caricaturer. On a aujourd'hui nos fruits que nous prenons juste dans le coin de la rue. En général, les supermarchés, ils ont un processus qualité quand même. Donc il y a la traçabilité à partir du producteur jusqu'au consommateur. Maintenant, dans l'économie informelle, là, comme on dit, c'est informel, ce n'est pas évident qu'on ait un contrôle total sur tout ce qui est fait. Il y a des pratiques néfastes qui consistent à faire mûrir le produit, à les conserver, n'est-ce pas, avec sinon des pesticides. Le risque est là. Le risque est là certainement, mais il revient à l'État de prendre ses responsabilités pour informer les populations. Vous étiez panéliste sur la première phase de ce colloque. Vous auriez des questions à poser à vos collègues panélistes? Non, peut-être des contributions. Oui, d'accord. Allez-y. Non, le panel est bouclé, j'aurais pu lui apporter... C'est justement ça la question en fait. Voilà. C'est-à-dire que si vous aviez eu le temps d'intervenir, qu'est-ce que vous auriez voulu approfondir? Au niveau de l'éducation, des questions liées à la disponibilité éducative dans certains secteurs et le lien avec l'échec scolaire. Et puis surtout les structures privées, parce qu'on parle de marchandisation de l'éducation. Est-ce que c'est vraiment marchandé? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que c'est un processus qui s'enclenche et que si le ministère de l'Éducation nationale qui a identifié les établissements met un processus d'accompagnement de ces établissements, on pourrait arriver à de meilleurs résultats scolaires. Parce que la question, ce n'est pas de mettre les enfants à l'école, hein, mais c'est aussi c'est la question liée à la qualité, n'est-ce pas, éducative. Parce qu'à la fin, il faut qu'ils soient capables de développer des compétences. Quand on dit compétences, c'est qu'on sait faire. Est-ce qu'ils savent lire? Est-ce qu'ils savent faire des calculs? Qu'est-ce qu'ils savent faire réellement après? Sinon, on peut améliorer un certain nombre de taux. Hein. Le taux d'affaires de rendement est faible. Et quand l'individu a reçu c'est pas un problème. Donc la question à la qualité, est-ce que c'est le facteur simplement social ou bien la situation géographique de l'école qui explique la faiblesse de la qualité éducative? Bon, c'est des questions qu'il faut approfondir. Pierre Ouattara, je suis donc frère des écoles chrétiennes religieuses. J'ai été là pendant quelques années comme professeur et directeur. Alors, mathématiques, ce qui m'était proposé, c'était la culture de l'attention comme une réponse aux crises de notre monde aujourd'hui. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit les autres panélistes et je me suis réjoui parce que je voyais que ça donnait plus ou moins de la chair à ce que j'avais essayé de développer sur le plan philosophique. Évidemment, la question pour moi qui reste posée, c'est comment nous pouvons faire aujourd'hui pour échapper au piège d'une société de la séduction. Une société de la séduction développe bien sûr une culture de l'attention. Mais cette culture de l'attention cherche essentiellement à capter notre attention. C'est-à-dire, elle cherche à nous faire tomber dans une attention facile, sans esprit critique. Et c'est comme ça que nous cédons aux séductions de la publicité, aux séductions de l'économie, aux séductions de la politique. Parce que nous nous laissons aller dans des formes d'attention faciles et nous ignorons les formes d'attention exigeantes qui interviennent essentiellement dans le domaine des sciences, mais aussi dans le domaine de la foi, où l'attention nous amène vers des endroits où nous n'allons pas spontanément. Attention aux pauvres, attention aux plus vulnérables, voilà. Donc c'est cet esprit, cette question qui me venait à l'esprit. Est-ce que les autres panélistes sont attentifs à cet aspect que dans certaines de nos thématiques, nous cédons facilement à la séduction de la société dans laquelle nous nous trouvons et qui nous aliène en fait finalement.
Mais vous, en tant qu'éducateur, c'est vous qui mettez en avant l'esprit qui doit se tourner vers tel aspect. C'est peut-être que c'est vous qui nous avez demandé de faire attention à tel élément qui aujourd'hui nous revient avec le mot de la séduction. Oui, oui, votre observation est pertinente. Nous sommes dans le domaine de l'éducation, mais je comprends l'éducation ici dans un sens large. Et ça veut dire que la politique, c'est une forme d'éducation qui est institutionnalisée. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans l'attention, dans toute attention, il y a un double enjeu. Quand je fais attention à une personne, je peux faire attention à la personne en tant que corps. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est quel profit je peux tirer de la personne. Ce qui m'intéresse, c'est comment je peux utiliser la personne. Maintenant, il y a une autre dimension dans l'attention. C'est l'attention comme forme de communion. Donc, dans cette forme d'attention, nous avons une attention beaucoup plus exigeante. Cette forme d'attention m'oblige à essayer d'aller au-delà de ma propre personne en tant que corps pour communier aux besoins et aux intérêts de l'autre. Donc, il y a toujours dans l'attention une double dimension. Donc, je peux regarder un élève du point de vue de sa poche, et je peux donner des cours de maison, mais ce n'est pas que je veux que l'élève réussisse. Je veux qu'il puisse me payer et si possible, je l'ai en classe, mais je lui dis si tu veux réussir en classe, il faut venir à mes cours de maison, à mes cours de rattrapage. Donc vous voyez, vous avez deux types de professeurs. Il y a un qui s'intéresse à l'élève en tant que personne, qui se préoccupe, mais l'autre qui s'intéresse à la poche de ses parents. Comme source de profit. Ça rejoint le thème de la marchandisation de l'éducation. Et c'est ça, la société de séduction. Donc, le professeur qui s'intéresse à la poche va dire aux élèves et il va dire aux parents, si vous voulez que votre enfant réussisse, donc il faut payer. Alors nous sommes dans une éducation trompeuse parce qu'une chose est l'efficacité de l'école, le succès aux examens, et autre chose est la fécondité de l'école, parce que l'efficacité regarde seulement l'efficacité interne, combien % au BPC, combien % au bac, et l'efficacité externe, est-ce qu'il a un emploi après? Voilà. Est-ce qu'il est utile à la société? Voilà. Est-ce qu'il est employable? Voilà, est-ce qu'il est employable? Mais il y a une autre forme d'intérêt dans l'éducation, et une autre question adressée à l'école et à l'éducation. Est-ce que l'école donne une éducation féconde? Est-ce qu'après, ça vous donne un monsieur qui a le sens de l'éthique? Il a le sens du bien commun. Des valeurs. Il a le sens des valeurs. Est-ce qu'il peut être un bon père de famille? Est-ce qu'il peut être un bon citoyen? Est-ce qu'il peut être un bon croyant? Là, nous rentrons dans le domaine de la fécondité de l'école et de l'éducation. Je suis Maurice Archer, enseignant, chercheur à l'école normale supérieure d'Abidjan. J'ai intervenu sur CELAF en pédagogie et en didactique, notamment en première année en licence 1, l'ISPR, si vous voulez. D'accord. Chargé de la modération des différents panélistes. Ils étaient 4 à intervenir sur différentes thématiques qui rentraient dans l'axe 1. J'étais le modérateur de l'axe 1 qui traitait de l'épistémologie et de la dimension socio-économique. C'est difficile d'être modérateur d'un strat. Bon, difficile si parfois tu essaies de traverser un peu la pensée des panélistes. Il faut pouvoir rester un peu dans ce qu'ils ont dit. Il ne faut pas déformer leur pensée. Il ne faut pas faire des phrases qui ne sont pas correctes. Donc il faut toujours rester un peu. Il ne faut pas être partial, pas partial ni trop critique. Voilà, ni trop critique. Parce que tu es un modérateur. Donc il faut être juste. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis bon, mesurer un peu le temps, bien gérer le temps. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, je crois que dans l'ensemble, ils ont traité d'un sujet qui est très important et d'actualité. Et comme je dis, celui qui a traité un peu de la thématique portant sur les subventions des établissements privés secondaires, je pense qu'il a édifié un peu le public. Le fait que, bon, comme je dis, on constate que bon, l'État octroie des subventions aux établissements privés.
mais il y a certains qui ne font pas de bons résultats. Et il y en a, cité un peu, ces écoles sont situées dans les quartiers précaires. Et là, par contre, d'autres établissements privés qui reçoivent ces mêmes subventions, et effectivement aussi, font de très bons résultats. Et il a comparé un peu cela, parce que l'homme c'est un sociologue, hein, il a vu le fait que bon, l'environnement social aussi influence sur l'apprentissage. Par exemple, pendant la Covid, il a vu qu'il y avait des parents qui étaient plus proches de leurs apprenants, par contre ceux des quartiers précaires, des quartiers défavorisés, à peine même s'intéresser à ce qu'on attend par éducation. Il y a ce point-là. La communication du docteur Kone aussi m'a plu, en ce sens que bon, d'un problème qui touche aujourd'hui notre santé, notamment ce que nous consommons comme aliments, comme produits. Oui, ces produits, comme le dit, qui mettent en danger notre santé. Et c'est tous ces aspects-là qui vraiment nous ont édifiés pendant ces présentations. Je pense que dans l'ensemble, ils ont présenté des communications qui sont d'actualité et qui ont été prises en compte pour voir comment est-ce que bon, on peut apporter des améliorations. Surtout bon, par exemple au niveau des établissements privés qui reçoivent les subventions. Il a dit mais c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. Il faut que nous exigeons aussi des résultats. Pour connaître le conseil qu'il a donné, c'est vraiment toujours, il faut faire de la formation. Et quand on est formé, c'est quelles dispositions il faut pouvoir prendre pour ne pas vraiment risquer notre santé. Je crois voilà un peu ce qui est essentiel. Ce qui ressort. Voilà.